La promesse de ne jamais s'en aller. Sur la bague de fiançailles de Jennifer Lopez, la bague que lui a tendue Ben Affleck, une deuxième fois donc en 2022, était écrit Not going anywhere. Je n'ai plus jamais allé nulle part. Je serai toujours là pour toi. C'est aussi ainsi qu'il signait chacune des lettres d'amour passionnelles et enivrées qu'il lui envoyait depuis quasiment 20 ans, depuis leur première rupture. C'est aussi cette phrase-là qu'elle a répétée dans chacune des interviews qu'elle a faites pour défendre le dernier projet qu'elle a fait, dans lequel elle avait écrit une chanson qui s'appelait Not going anywhere, relatant cette promesse d'éternité qui lui avait été faite. Comme toutes les autres. Parce que vous le savez, Jennifer Lopez a relaté tous les mots d'amour de Ben Affleck. This book is a book that Ben gave me on our first Christmas back together. It is every letter and every email that we wrote to each other from 20 years ago and today. Tout ce qui constituait la relation passionnelle et passionnée qu'ils ont entretenue depuis 20 ans. Pour les plus jeunes, il faut savoir que ça fait environ 25 ans. Certains étaient dans les couches, certains étaient au collège, à la maternelle, mais on les connaît depuis très longtemps. On se sait encore nos pouces qu'on était déjà dans le bloc. C'est-à-dire que c'est un couple qui passionne depuis extrêmement longtemps et pour preuve, vous savez qu'ils ont un nom et c'est extrêmement rare médiatiquement les couples qui ont un petit nom affectueux de la part du public. Même Beyoncé et Jay-Z n'ont pas ça, eux ils l'ont. On les appelle Bennifer et au-delà de la relation sentimentale, c'est une relation purement pop culture. C'est-à-dire qu'ils ont des films ensemble, ils ont des albums musicaux vendus à 10 millions d'exemplaires dans le monde qui relatent justement leur relation et ils ont des documentaires coûteux. 20 millions de dollars ont été dépensés pour les voir parler, chanter, structurer leur amour à des millions de gens avant la fatidique promesse brisée. C'est quoi votre citation préférée sur les histoires d'amour? Je sais que là vous serez tentés tous d'écrire dans les commentaires les histoires d'amour en général. Mais soyez originaux, donnez-moi des petits mots qui pour vous signifieraient ou illustreraient le mieux les histoires d'amour. Surtout que dans le cas présent, je pense qu'on peut leur accorder le fait de vivre une histoire d'amour avec un grand A. C'est une sorte de vaudeville d'un roman d'Anna Galvalda avec des personnages bien précis, bien uniformes et bien sûr le personnage principal de notre analyse ici, Jennifer Lopez. Parce que Jennifer Lopez, la dernière fois qu'on avait parlé d'elle, c'était sur sa rupture avec P. Diddy. Parce qu'elle commence sa carrière musicale en 99, managée par P. Diddy qui à l'époque est son mec, et qui lui permet effectivement de faire cette transition entre l'industrie du cinéma et l'industrie beaucoup plus R&B, beaucoup plus hip-hop. Il est le directeur artistique du premier album On The Six, et d'ailleurs la fameuse chanson If You Had My Love, c'est lui qui la prend à chanter mort parce que la chanson existe avant. C'est If I Gave My Love. Et il a le génie de repenser ce titre déjà sorti de chanter mort. C'est pour ça d'ailleurs que, vous savez, il y a beaucoup de polémiques sur Jennifer Lopez, le fait que Jennifer Lopez ait des refrains. Et j'avais déjà expliqué pourquoi il y a plusieurs années, chanté par d'autres chanteurs, j'avais expliqué pourquoi. Vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas de sa faute. Elle avait des séries télévisées, les films, les parfums, le Aujourd'hui, beaucoup de gens lui tombent dessus et je trouve que la manière dont ils lui tombent dessus est extrêmement malhonnête. Parce qu'en fait, et c'est là qu'on voit d'ailleurs que c'est un problème rétroactif, tout simplement parce que les versions existent. Prenez Chanter More qui a sorti en 98, If I Gave My Love. Ce n'est pas la même version que la version de Jennifer Lopez. Vous l'entendez en fait. Pourtant, c'est quand Diddy entend la prod de If I Gave My Love qu'il demande à Rodney Jerkins de lui refaire la même chose et qu'il comprend comment l'adapter à Jennifer Lopez. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce n'est pas le même format en fait. Ashanti, plusieurs des chansons sur lesquelles elle a chanté le refrain de Jennifer Lopez n'auraient pas eu le même succès avec elle. Alors, hormis Ain't That Funny, qui est son titre parce que c'est sa chanson qu'elle l'a faite, il y a plusieurs chanteuses qui ont fait ces refrains-là, Natasha Ramos et d'autres que moi j'aime beaucoup, qui n'auraient absolument pas rencontré le même succès que Jennifer Lopez a rencontré à l'époque, parce que Jennifer Lopez, c'était une machine de guerre médiatique et que les gens l'aimaient aussi pour tout ce qu'il y avait autour, le fait qu'elle dansait, qu'elle avait tout un autre attrait, qu'elle était à la fois très sucrée pour un public pop et plutôt accessible pour un public plus urbain,
Et il y a une chose qu'on ne lui reconnaît pas assez, que je ne développerai pas ici parce qu'on ne fait pas une analyse sur sa carrière, mais qui est un point fort de ce que Jennifer Lopez est, c'est qu'elle est une révolution déjà culturelle, mais qu'en plus, elle casse un tabou qui n'a jamais été recassé de la même manière dans l'industrie musicale. C'est la seule pop star, même si ça peut vous paraître totalement désuet, qui commence sa carrière musicale à 30 ans. C'est une folie quand vous connaissez ce qu'est l'industrie musicale en fait. L'industrie musicale, à partir de 30 ans, pour une femme, tu es censé entamer ta période de chute. À partir de tes 40 ans, normalement, tu es dans l'agisme. Ça veut dire que les grosses pop radios ne te jouent plus. Avec le streaming, on voit que ces codes changent un peu parce qu'il commence à y avoir des exceptions sur certains titres ou sur certaines pop stars qui passent la quarantaine et qui réussissent encore à être joués. Mais vous voyez bien que si vous prenez la carrière structurelle, c'est une folie pour Jennifer Lopez, qui est une actrice. C'est-à-dire que c'est une meuf qui était danseuse, qui était actrice. Quelle est la chanteuse, danseuse, actrice qui fait le cheminement en 99-2000 d'être comparée à des filles qui ont 10 ans de moins qu'elle, à savoir Britney Spears et Aguilera? C'est un coup de force en plus. Une chanteuse latina, c'est-à-dire qu'elle fait des trucs qui sont complètement paradoxaux. Pourquoi est-ce qu'elle commence par No Me Ame pour pouvoir chanter If You Had My Love et se retrouve avec Ja Rule? Elle a un parcours qui est très particulier et qui casse totalement les codes et qui va ouvrir en réalité plusieurs voies dans l'industrie, en plus d'être la férue de mode qu'on connaît. Et tout ça donc sera initié, notamment ce passage dans la musique mainstream, par Diddy. Et justement, ce truc-là, l'image de Jennifer Lopez a toujours été quelque chose. Enfin, aujourd'hui, je lis partout qu'elle est moche et tout. Bon, enfin, j'ai l'impression que les réseaux sociaux nous rendent tous fous. L'une des bases de la carrière de Jennifer Lopez, c'est le fait qu'elle était très belle. En tout cas, pour la plupart des gens, c'était une très belle femme. Et la relation avec Diddy a souvent été critiquée parce que les gens trouvaient qu'elle était peut-être un peu trop jolie pour être avec Diddy. Et ça a créé tout un schéma de suspicion dans sa relation avec Diddy, la traitant souvent de gold digger. Et l'une des personnes qui avait initié ça et qui avait cassé leur rapport à la base d'ailleurs, était Lil Kim chez Bad Boy Records. Il y a une interview très célèbre de Lil Kim chez Bad Boy Records à laquelle on demande en 2000: es-tu amie avec Jennifer Lopez? Elle dit: je ne la connais pas et elle ne m'intéresse pas. Je ne suis que l'ami de Puff Daddy et je sais quand il y a de bonnes personnes qui lui tournent autour, mais aussi lorsqu'il y a de mauvaises personnes qui le font. La journaliste continue, elle lui dit: elle ne peut pas en vouloir à son argent, elle est suffisamment riche. Et là, Lil Kim dit: être une gold digger, une chercheuse d'or, ne veut pas forcément dire que tu cours après l'argent tout le temps. Cela peut être aussi autre chose, comme des relations. Et là, je sais que certains vont sourire ou alors dire: oui, Lil Kim a frappé fort sur elle et tout. Et ce qu'elle avait fait, l'interview va tourner et ça va entretenir ce schéma de suspicion sur J-Lo de la part de la zone urbaine par rapport à Diddy en disant: la fille latine allait là-bas vraiment pour l'exploiter. Chose qui n'est pas, et c'est pour ça que je vous le ressors, tout aussi clair. Quand vous prenez du recul, vous revenez sur cette relation, c'est le fait que, comme Jennifer Lopez semblait être cette fille qui avait plus ou moins tout dans l'industrie du cinéma ou alors trop jolie, se mettre avec Diddy, forcément, elle cherche à gagner quelque chose. Quand on retourne sur les faits et qu'on voit qui est Diddy et qu'on voit même certaines vidéos, on la voit même parfois effrayée par ses apparitions et avec le recul, on voit qu'il est quand même drogué. Donc, on voit qu'elle n'est pas toujours très bien avec lui. Même avant le fameux incident avec l'arme à feu, où on se rend compte qu'il garde toujours son arme à feu à côté de lui. He will find me if he hasn't already. Mais vous connaissez déjà l'histoire. Jennifer Lopez le quitte après la fameuse fusillade. Elle sort le clip Love Don't Cost a Thing et c'est dans le clip de Love Don't Cost a Thing qu'elle tombe sur son danseur qui s'appelle Chris Judd. Ce danseur donc qui est un jeune homme totalement inconnu, c'est juste un danseur de clip. Elle le trouve charmant et elle se met à avoir une relation avec lui. Nous sommes début 2001 quand cette relation entre Jennifer Lopez et le danseur commence. Moins d'un mois après leur rencontre, elle est déjà avec lui auprès du public, elle commence à s'afficher avec lui et dans l'une de ses premières interviews, quand on lui demande vraiment comment ça se passe et tout, elle dit: je sors de quelque chose de tellement tumultueux et torride que ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un de simple et de gentil avec moi. Mais ça, en vérité, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout aussi du fait que ça reste totalement dans la presse que la mère de J-Lo lui dise effectivement d'arrêter les relations après Diddy avec les rappeurs parce qu'elle estime que c'est dangereux pour sa fille et d'ailleurs aussi pour l'image de sa fille. J-Lo enchaîne dans l'année avec d'autres immenses succès dans l'album J-Lo. Elle continue aussi avec des films comme Coup de foudre à Manhattan à maintenir cette image de femme justement romantique. Et il y a Chris qui est le nouvel amour et nous sommes là à un moment où les dates vont devenir très importantes parce que ça va très vite. Chris arrive donc début 2021. 2 mois après, il fait sa demande en mariage. Il apparaît dans un autre clip, le clip de la chanson I'm Real.
ça c'est hyper important, faut le retenir. Et en septembre, le couple est déjà marié. Cupidon, comme vous le savez, est extrêmement rapide avec Jennifer Lopez, il frappe toujours juste. Sauf qu'en novembre, donc un mois après le mariage, Jennifer Lopez doit commencer le tournage d'un film qui s'appelle Gigli. Dans ce film, elle est l'actrice principale, l'acteur principal c'est Ben Affleck, et c'est là, à partir de ce moment-là, un mois après le mariage, quasiment donc, que les choses changent. C'est une obsession médiatique. J.Lo est hyper populaire à l'époque. Ben Affleck est un jeune acteur montant qui a déjà gagné un Oscar. Tout le monde se rue pour savoir ce que va donner l'association d'eux au cinéma. Il se trouve qu'en plus, il commence à y avoir à partir de novembre des rumeurs disant qu'il se passe plus ou moins plus entre les deux lors des sessions d'enregistrement. Mais cela ne nous regarde pas. Mais les choses vont véritablement démarrer à partir de mars 2002, quand le tournage du film s'arrête et Ben Affleck va louer un panneau publicitaire dans plusieurs grands magazines faisant l'éloge de Jennifer Lopez, disant à quel point il a adoré travailler avec elle, comment elle est incroyable, elle joue tellement bien, elle est tellement belle, elle est tellement ravissante. C'est une femme mariée en fait, mariée depuis quasiment 6 mois. Mais ça paraît dans la presse, tout le monde est subjugué par l'histoire. Jennifer Lopez est un peu gênée, mais elle dit effectivement que c'est son amie, voilà, elle a aimé travailler avec lui et qu'elle ne comprend pas trop son emballement, mais bon, c'est toujours bon à apprendre d'avoir un collègue qui nous aime bien. That's suspicious. Elle continue ensuite, elle ouvre un restaurant qui s'appelait Madry's. Et à l'époque, toutes les stars, d'ailleurs, ça continue, ouvraient des restaurants. Donc elle a une grosse ouverture, vraiment, toute la presse en parle, tout le monde vient voir l'ouverture de Jennifer Lopez. Il y a tout le monde qui est là, elle arrive avec son mari. Et la star de la soirée, ce n'est pas le mari de Jennifer Lopez, c'est Ben Affleck qui arrive et tout le monde regarde Ben Affleck, tout le monde regarde J.Lo. C'est encore très bizarre, mais mieux encore, Jennifer Lopez dit à la fin, oui d'ailleurs, je voulais vous dire, c'est Ben Affleck qui a trouvé le nom du restaurant. Talking to Ben Affleck and I'm like, I need a name for my restaurant and I can't find it, and it's like it has that family kind of feeling, like, you know, when you go to your grandmother's house, maybe mamas or papas, and Ben Affleck says, what about madres? And I go, you know what, that's a good idea. Quelle humiliation! Ok. Toujours elle est mariée. Son mari de l'époque, le danseur, va le vivre un peu comme une humiliation, mais quelques mois après, à savoir en juillet, moins d'1 an après le mariage, elle va décider de passer au divorce et directement après d'annoncer sa relation avec Ben Affleck. Ils vont commencer à faire toute une tournée médiatique pour parler de leur relation et d'expliquer qu'effectivement ils n'avaient rien fait ensemble pendant le tournage du film. Ils étaient juste des amis, ils ont d'abord appris à se connaître. We met when we did the redo for the movie. We worked together and we became friends first. Et c'est pour ça que je vous parle de toute cette partie-là, c'est qu'il y a beaucoup d'interviews des deux qui expliquent leur relation. Et on voit d'ailleurs comment Jennifer Lopez a une espèce de regard très émerveillé. Je trouve que, alors je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre, je trouve que elle le regarde beaucoup, elle ligne beaucoup vers lui pour savoir ce qu'il faut dire et tout. On voit qu'elle est admiratrice aussi, je pense, du fait que, et peut-être qu'on le voit pas assez, c'est quelqu'un qui pour moi a une carrière tard. C'est-à-dire que Jennifer Lopez, quand elle arrive là, pour moi quand même, elle est un peu, même si on ne le voit pas, une dernière de la classe, elle aurait pu ne pas arriver là en fait, finalement à 34 ans, avoir cette carrière là. Et je trouve que on voit quand même qu'elle est heureuse d'être avec le gars de Hollywood et tout, et que souvent elle attend ce qu'il dit pour dire après. À la fin elle dit quand même, parce que c'est quand même J.Lo et il y a un truc qui lui importe, elle dit oui, on attendait vraiment de connaître le vrai nous, et quand on a connu les vrais nous, donc du coup on est tombé amoureux et on ne peut plus se séparer. So it was great. Right. We could get to know each other. We You got kind to of know know the the real bad. person. Right. The real person. Après cette annonce et cette emphase médiatique, tous les magazines parlent d'eux, il commence à y avoir donc le fameux Bennifer, le couple Ben, Jennifer et tout. Et de l'autre côté, il y a de l'argent à se faire, ils tournent un second film ensemble qui va s'appeler Jersey Girl, et tout le tournage de Jersey Girl recommence sur le fait que Jennifer Lopez et Ben Affleck et tout, et il fait justement sa demande en mariage 5-6 mois après le divorce avec Christian. Et la demande en mariage est encore une fois illustrée parce que Jennifer Lopez vient à la télé, elle raconte la demande en mariage, elle explique comment voilà, ils étaient chez le père de Ben Affleck, et chose intéressante, Ben Affleck lui lit une lettre incroyablement longue, voilà, il chante ses louanges pendant tellement longtemps qu'elle en a marre, mais elle fait déjà sa bague et tout, mais la bague est, voilà, Ben Affleck est vraiment dans son truc de dire que vraiment tu es voilà. At the end, he just said, "Will you marry me?" And I was just like, and I looked at the ring and I was like, "Oh my God!" It's the most magnificent thing. And he was like, "You haven't answered me." I was like, "Oh yeah, yes." Et logiquement, avec toute cette emphase, oui, je suis d'accord avec vous, elle se demande qu'est-ce que je peux faire aussi pour montrer que artistiquement,
je suis dans le truc pour montrer mon bonheur, ce que je vis, l'aboutissement. Et c'est donc là qu'arrive le fameux album This Is Me Then. This Is Me Then, en vérité, qui est donc l'album de Jennifer Lopez qui sort en novembre 2002. C'est un album hommage à sa relation avec Ben Affleck, lancé par le single Jenny from the Block. Mais en fait, pour moi, il faut vraiment qu'on implante deux personnalités chez J-Lo. Il y a J-Lo, qui est en fait l'espèce de personne qui est censée rester un peu dans le ghetto, être un peu fancy et tout. Et pour moi, il y a Jennifer Lopez, la femme incroyablement romantique qui ne parle que d'amour matin, midi, soir. Et c'est la parfaite illustration de ça, même si en vérité vous le retrouvez dans toute sa carrière, c'est This Is Me Then. This Is Me Then, en vérité, quand vous écoutez les chansons, vous écoutez Jenny from the Block, elle vous dit que je viens du ghetto pour ne pas perdre le fait d'avoir cet attrait de la rue. Et il y a LL Cool J sur All I Have qui est déjà une niaiserie. Mais finalement, quand vous écoutez tout l'album, c'est une espèce de chanson d'amour du début à la fin et elle chante les louanges de Ben Affleck, de ce qu'il lui a apporté, Loving You, Dear Ben, la chanson où elle fait aussi sa propre déclaration d'amour. Donc elle répond au fait qu'il lui a écrit tout ce qu'il lui a écrit là. Donc voilà, c'est l'amour plus, enfin, ça dégouline. Le titre I'm Glad que vous connaissez sans aucun doute tous avec la fameuse chorégraphie et le fameux clip, bah en fait les paroles sont « Bébé, quand je pense au jour où nous sommes rencontrés pour la première fois, je ne cherchais pas ce que j'ai trouvé, mais je t'ai trouvé. Et je suis à la limite d'avoir trouvé le bonheur parfait en étant auprès de toi. Je suis heureuse que tu me prennes la main lorsqu'on se promène. Je suis contente que tu saches comment être un homme. Je suis heureuse que tu sois arrivé dans ma vie. Je suis tellement heureuse. » Et cette chanson-là, c'est la chanson que Ben Affleck lui-même avait diffusée lorsqu'il faisait sa demande en mariage à Jennifer Lopez. Baby I Love You, qui sera d'ailleurs remixé en single avec R. Kelly, c'est exactement le même texte et c'est la même chose. Chérie, je ne savais pas que je pourrais éprouver ce que j'éprouve quand je te sens. La façon dont tu me faisais me sentir bébé, je perds totalement le contrôle. Chaque fois que tu me regardes, je réalise de plus en plus combien je t'adore. Ces jolis yeux qui sont les tiens. Bébé, j'ai besoin de toi, je dois t'avoir, je ne peux exister sans toi. Et le refrain c'est bébé, je t'aime, bébé, j'ai besoin de toi, je dois t'avoir, je ne peux exister sans toi. Tu le dis une fois, c'est bon normalement et les gens ils ont compris. Pourquoi répéter ça? En vérité, si vous avez juste vu les singles passés, vous les connaissez, ça peut vous surprendre. Mais je pense que toutes les personnes qui ont écouté l'album savent que This Is Me Then est un album totalement écrit pour Ben Affleck. L'album va avoir un gros succès, même si l'exploitation justement va s'arrêter parce que certes, il y a une euphorie médiatique autour du couple et vraiment à l'époque, on parle de 24 heures sur 24, mais aussi ça commence à entacher leur relation. Something else, tabloid fodder, and how did this happen? Premier gros couac, c'est que Gigli, le premier film qu'ils avaient tourné ensemble qui a mené à leur rencontre, sort et c'est un flop catastrophique, c'est-à-dire que les médias disent que c'est le pire film qui est jamais sorti, vraiment. Alors là, pour le coup, on les tabasse tous les deux. Et ça fait mouche parce que c'est aussi leurs égos, c'est-à-dire que je pense que Ben Affleck, voilà, J-Lo, voilà, elle se dit mais merde, moi j'ai jamais connu d'échec, je connais l'échec avec l'amour de ma vie. Mais le mariage est annoncé et quelques semaines avant le mariage, on entend que Ben Affleck a dansé dans des clubs, il est sorti avec des femmes, il y a des espèces de fuites dans la presse, pas de réaction jusqu'à 5 jours avant le mariage. 5 jours avant le mariage, Jennifer Lopez et Ben Affleck font un communiqué alors que c'était annoncé comme étant l'un des mariages de l'année, pour dire que le mariage est reporté parce qu'il y a trop d'euphorie autour d'eux, qu'ils sont obligés de louer 4 ou 5 espaces et que c'est tellement frustrant pour eux qu'ils préfèrent ralentir et faire les choses après. Les choses ne se feront jamais après parce qu'à partir de ce jour de 2003 là, on ne les verra plus jamais ensemble et 4 mois après, en 2004 du coup, ils annonceront avec un communiqué commun leur rupture, ce que Jennifer Lopez dit avoir vécu comme étant la pire chose de toute sa vie. It was so painful after we broke up. Once we called off that wedding 20 years ago, it was the biggest heartbreak of my life. And I honestly felt like I was gonna die. Toutefois, s'il y a un phénix de l'amour dans l'industrie musicale, c'est bien évidemment Jennifer Lopez. Cupidon et elle savent se balader et quelques mois après, elle retrouve l'amour avec Marc Anthony, qui était déjà l'homme avec lequel elle avait eu son premier succès latina qui s'appelait No Me Ames sur la scène musicale. Et c'est pour ça que l'année d'après, quand elle revient
sur la scène musicale mainstream. Elle sort un album qui s'appelle Rebirth. Et Rebirth, c'était ça en fait. C'est la renaissance après l'échec de son mariage avec Ben Affleck. Et ce que je trouve très intéressant dans cet album, c'est toujours la dernière chanson coécrite avec Marc Anthony, quand elle dit « I can't believe this is me ». C'est-à-dire, je ne peux pas croire que c'est moi. Et elle raconte justement l'inverse de ce qu'il y avait dans l'album précédent. Elle dit que je ne peux pas croire que c'est moi qui suis en train de vivre, de toucher, de se ressentir sans toi. Et je pense que c'était une réponse directe à ce qui s'était passé avec Ben Affleck. Les paroles pour moi sont très claires. Comment tu peux juste dire que tu m'aimes et néanmoins partir pour être seul? Tu disais que ces murs étaient là pour nous protéger, mais ce n'est toujours pas une maison. Toutes ces questions qui me brûlent à l'intérieur et ces réponses que je n'aurai jamais parce que tu étais le seul à savoir ce que tu ressentais, mais que tu ne m'as jamais rien dit. Et elle lui pose des questions. Qu'est-ce que c'est mon amour? Est-ce que je peux t'aider? Je sais que tout est fini et ce qui va arriver, je te regardais et maintenant j'en ai assez. Et du coup, les albums d'après vont venir, Brave, Como Amar un Amoureux. Mais maintenant, je vais vous donner mon petit avis. Vu qu'on n'est pas sur une vidéo d'analyse sur la carrière de Jennifer Lopez, on est sur une vidéo qui revenait sur l'actualité et je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe dans sa vie, via mon analyse et mon expérience sur sa carrière musicale. Et voilà, il se peut que j'ai pu omettre 2 ou 3 articles gossip, mais en tout cas, c'est mon avis par rapport à l'expérience que j'ai autour de sa musique et de son parcours que je connais plus ou moins bien de ce côté-là en tout cas. Et donc du coup, il y a un truc qui m'a toujours frappé chez elle, qui va paraître totalement débile d'ailleurs. Jennifer Lopez, en vérité, elle est pas très sexuelle. What? Je vous explique. Elle a une image très sexy, très machin. Mais j'ai toujours trouvé un truc bizarre chez elle. C'est pas une critique en fait pour moi. C'est vraiment un truc que j'ai toujours remarqué chez elle, c'est que elle est restée dans un truc d'amour un peu adolescent, un peu effervescent, mais elle est jamais dans les trucs un peu sulfureux qu'on aurait pu retrouver certaines ballades un peu genre Dance for You de Beyoncé. Ou alors Poetic Justice de Janet Jackson. Elle a des chansons qui pourraient être un peu plus sexuelles, genre Waiting for Tonight, mais elle est dans des textes souvent très adolescents ou alors vraiment en mode vraiment papa, maman. Même Waiting for Tonight, vous écoutez les paroles, c'est... Il y a le personnage un peu Jello from the block, donc du coup quand elle est un peu ghetto, parfois sur les titres un peu comme Booty, voilà, ils essaient de faire en sorte de montrer son booty parce que le texte ne veut rien dire. Si d'autres titres comme Get Right, c'est clairement pour faire la fête, d'ailleurs c'est pas un titre qui venait d'elle. Vous allez voir que quand vous revenez sur l'essentiel de ces titres, c'est souvent sur le même thème. Ce thème, soit de la recherche de l'amour éperdu, c'est-à-dire que parce qu'on va m'aimer, oui, je suis vrai. À moi, les paroles, c'est ça, c'est-à-dire que je suis vrai. Tu vas m'aimer jusqu'à la fin de mes jours et tu diras à tes amis que je suis la meilleure, je suis une bad bitch. And that funny, ce n'est pas fou qu'au début tu ne pensais pas que tu m'aimerais comme ça, mais au final tu m'aimes et tu es amoureux de moi, tu es fou amoureux de moi, tu ne pourras plus jamais te lasser de moi. Et en vérité, maintenant que je vous le dis, peut-être que ça ne vous a jamais frappé, c'est pas que les autres ne parlent pas d'amour, c'est que cette manière spécifique qu'elle a de rechercher un amour fou, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perturbé. Je trouvais même ça souvent un peu gênant. Et souvent sur certains débats musicaux de l'époque, ils disaient qu'elle avait des mauvais goûts. Ils disaient qu'elle se retrouvait avec plein de producteurs en studio et tout, avec les mêmes producteurs que les autres, avec les The Dream et tout. Et ça donnait souvent des chansons un peu particulières. Si vous prenez la liste de ses albums, en 2007, quand elle sort l'autre album qui s'appelle Como Ama un Amoureux, Comment aime une femme, vous prenez les titres de ses albums, en général, ça revient toujours sur le même thème. On a Love, question mark, l'amour, question mark. Et dans l'amour, question mark, elle avait plusieurs titres avec The Dream. Et il y avait un titre qui s'appelait Run the World. Et je trouvais ça marrant parce que The Dream, il a écrit plein de bangers, ça bien, c'est des titres vraiment engageants et tout. Et le titre de Jello, Run the World, c'était vraiment toi et moi ensemble, you and me together, notre amour peut faire monter le monde. Enfin, je veux dire que c'est le même thème. D'ailleurs, tout l'album, les chansons de tout l'album quasiment, I'm Into You, vous refaites le même texte à une autre chanteuse, ce sera plus explicite. Jennifer Lopez, c'est beaucoup... Ça peut vous paraître frappant parce que quand vous la voyez, vous pensez qu'elle parle plus de sexe. Mais non, I'm Into You, ça reste très soft la manière dont elle l'aborde en fait finalement. Elle essaie toujours de mettre une sorte de romance, d'enjoliver ça. Et au début, je comprenais pas. C'est une parfaite amoureuse
de l'amour. Même en 2014, quand elle revient avec l'autre album, a.k.a. le premier single c'était I Love You Papi et l'autre chanson s'appelait First Love. Et je n'ai jamais compris comment elle avait pu travailler avec Max Martin en 2014 et revenir avec ce titre First Love qui sonne comme une chanson de 2000-2001 où elle disait j'aurais aimé que tu sois mon premier amour parce que si tu étais mon premier amour, j'aurais pas eu de deuxième, de troisième, de quatrième amour. Enfin, je veux dire, c'est un peu ridicule le texte, surtout pour une femme de 40 ans. Et surtout que je me disais à l'époque, mais qui elle espère viser avec ça? Parce que je pense que le titre est daté dans la sonorité, donc en fait, c'est un public plus âgé. Mais en même temps, ils vont pas écouter des chansons de pop datées comme ça. Et en même temps, les jeunes filles qui vont écouter Jennifer Lopez venir dire que j'aurais aimé que ce soit mon premier amour et sinon j'aurais pas eu de deuxième, de troisième, quatrième amour, sachant son parcours, ils vont lui dire que attention, ne viens pas nous apporter la poisse. Donc c'était un peu bizarre comme parcours. Mais la question qui me hantait l'esprit, c'était de savoir, mais comment elle se retrouve avec toujours ces espèces de chansons un peu niaises par-ci par-là? Oui, vous avez déjà la réponse. C'est un choix. Mais moi, qui le vivais un peu de l'intérieur en l'écoutant tout le temps, je n'arrivais tellement pas à imaginer que ce soit un choix aussi constant tout le temps, quasiment, enfin, on va dire 70% de sa discographie d'être dans ce même thème-là, que je me disais que forcément il y avait un autre problème. Et ce n'est que finalement, donc, avec la réunion avec Ben Affleck, après plusieurs autres histoires d'amour, un divorce avec Marc Anthony, parce que, bon, les gens ne le disent pas trop, mais il faut savoir que Marc Anthony est un homme violent, en fait. Alors, elle l'a beaucoup couvert, mais c'est vrai que ça a été gardé secret, mais Marc Anthony, c'est pas pour rien qu'elle le quitte. Après, donc, elle a eu plusieurs histoires, notamment une qui s'arrête en 2019, et à partir de 2019, Ben Affleck, qui était toujours en contact avec elle et qui lui envoyait toujours beaucoup de lettres d'amour, commence à lui faire savoir en 2021 qu'il veut véritablement revenir avec elle et pour du sérieux, en fait. Il y a plusieurs lettres qui arrivent tout le temps, il lui raconte sa vie, et donc du coup, toutes ces fameuses lettres-là sont signées Not Going Anywhere. Cette fois-ci, je ne pars nulle part. Je suis à toi pour la vie. Et c'est comme ça que finalement, à partir de fin 2021, 2022, elle annonce sur les réseaux sociaux qu'elle est de retour avec ce qu'elle considérait être comme l'homme de sa vie. L'annonce du retour de Bennifer dans les médias va faire quelque chose qui était marrant. Je me rappelle très bien de ce jour-là parce que je suis allé sur Crowd et j'ai tapé le nom de Jennifer Lopez. J'ai vu que dans plusieurs pays dans le monde, l'album This Is Me Then était remonté. Je pense d'ailleurs que son équipe l'a vu. C'est-à-dire que les gens sont allés réécouter le premier album qui était en hommage à Ben parce que effectivement ils se sont rappelés de l'époque. Ça a relancé quelque chose autour de sa carrière musicale qui était un peu oscillant. Ça faisait plusieurs années que ça tanguait véritablement. Elle a annulé un album espagnol qu'elle a pourtant travaillé, prévu. Elle a annulé un album en anglais qu'elle avait aussi pourtant travaillé, prévu. Et donc du coup elle fout tout ça à la poubelle pour se centrer sur cette relation avec Ben Affleck qui cette fois-ci doit absolument fonctionner. Et l'une des choses sur lesquelles elle veut expliquer ça, encore une fois, c'est la musique. Elle veut raconter son histoire parce que c'est l'aboutissement de tout ce qu'elle a vécu. En fait, elle l'explique en disant, et c'est ça qui est intéressant, c'est comme si c'était la résolution de tous les problèmes mathématiques qui avaient été sa vie sentimentale. To believe that love exists. If I could use my story to do that, then as an artist, that's what I should do. Maybe I'm setting myself up to be fucking criticized. I don't know. But that's what my heart's telling me to do. Et d'ailleurs, on peut se dire que, au vu des expériences qu'elle a, c'est normal qu'elle se dise que voilà, Dr. Jello peut nous partager sa science. Et c'est ce qu'elle se dit. Elle se dit qu'elle va donc faire un album musical qui va partager tout le bonheur qu'elle a retrouvé avec Ben Affleck au monde entier. Et en plus, elle va l'accompagner d'un documentaire vidéo, c'est-à-dire que l'album est visuel, tous les titres de l'album sont clippés. Et en plus, derrière, il y a un documentaire qui montre comment elle a fait l'album. Le projet est super ambitieux et elle enregistre l'album avec plusieurs producteurs. Seul problème, et ça doit vous paraître assez logique, aucun label sur Terre ne veut investir sur ça. Elle fait des dizaines de labels, elle va, machin, elle se déplace même avec Ben Affleck, elle le tire à chaque fois. Et les labels leur disent à chaque fois non, 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 non. Autre problème dans la relation apparemment, c'est que Ben Affleck veut que ce soit un peu plus privé et Jennifer Lopez, elle veut exprimer cette science-là qu'elle chante depuis. Elle se dit mais attends, ça fait 20 ans que je ne fais que rappeler aux gens que voilà, il faut que je leur explique que j'ai en fait trouvé Eureka en fait. Donc du coup, ça crée une tension dans son bonheur retrouvé de vouloir nous dévoiler la solution de son bonheur. The attention in and of itself is not valuable to me personally at all. I don't want to tell people things. I've been criticized so often in my life. Elle ne lâche tellement rien que quand tout le monde leur ferme les portes,
elle finit par se dire, bah c'est pas grave. Je vais prendre, et là c'est vraiment incroyable, 20 millions de dollars. Et franchement, je sais que les gens vont dire dans les commentaires parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Les artistes là, très peu d'entre eux dépensent 500 000 dollars pour leur propre clip des albums. Il y a plein d'artistes là, je dis bien, il y en a plein. Si tu leur dis qu'ils dépensent même 50 000 dollars, ils vont pas le faire. Ils vont attendre que le label le fasse. L'immense majorité des artistes, même en France, quand tu commences à leur dire 10 000 euros, oh, il va te dire que quoi? Il va refuser. Il va préférer que quelqu'un d'autre investisse sur lui. Quand j'ai vu que Jennifer Lopez a pris 20 millions de dollars pour financer elle-même un visuel d'un album qu'elle a autofinancé, je me suis dit qu'en fait là, les gens de l'industrie ont dû la prendre pour une malade mentale. Mais elle y est allée. Elle s'est dit, je veux vraiment montrer au monde que Eureka, j'ai la formule de l'amour parfait. Et c'est donc comme ça que son album, en début d'année, est sorti et qui s'appelle This Is Me Now, en référence à la première version. Et l'une des choses qui pour moi a vraiment manqué à sa promo, c'est que le temps de gestation entre le moment où elle a annoncé le projet, il y a environ 1 an et demi, et où l'album était enregistré, et où il a fallu faire toutes les démarches pour sortir les clips, ça a pris tellement de mois que les gens se sont totalement lassés du projet, et que quand elle a débarqué avec les clips et l'album, tout le monde était déjà quasiment passé à autre chose de leur relation, du buzz autour, et qu'en plus, c'était déjà boiteux. I want a divorce. Stop! Shut the hell up! Oh, right. Artistiquement, j'ai trouvé le monde un peu dur avec elle, surtout qu'elle était autour de plein de polémiques souvent totalement ridicules, parce que c'est son meilleur album depuis au moins 15 ans. Je trouve d'ailleurs que c'est peut-être dans le top 3 de ses meilleurs albums. Ça veut pas dire que c'est un album extraordinaire, mais je trouve qu'il y a une direction artistique, c'est R&B pop, ça aurait pu sortir en 2004-2005. En fait, ce qui manque à cet album, en vérité, c'est un tube. Elle aurait eu un tube dessus, ça aurait été un gros succès en 2006, quoi. Parce que c'est la direction artistique qu'elle veut. Elle veut être dans cette époque-là, parce que finalement, elle rattrape le temps perdu. Et si tu rattrapes le temps perdu, tu retrouves toute la coloration du moment où tu l'as rencontrée. Et c'est ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que This Is Me Now, après tout ce qu'on a vécu, la chanson Rebound, par exemple, c'est pour reformer le lien. On s'est perdu, on s'est échappé, mais on se retrouve parce qu'on est plus fort que tout. Dans Mad in Love, qui dit folle amoureuse, elle dit que 2 décennies après, je suis toujours totalement folle amoureuse de toi. Dans Hummingbird, elle lui dit que tu me rends une femme meilleure. Et vraiment, c'est assumé que toutes les chansons parlent de Ben Affleck. D'ailleurs, une chanson qui est la suite de la première chanson qui s'appelait donc Dear Ben 2. Can't Get Enough of You, qui était le premier single, qui a ce petit côté Emery, années 2000 et tout. Vous dit déjà tout. Je ne peux pas me lasser de toi. Told you she couldn't be alone. C'est aussi un lien avec le fameux Not Going Anywhere, qui est une autre chanson de l'album que elle j'aime beaucoup, qui fait le lien avec sa bague de fiançailles où il est écrit dessus Not Going Anywhere. This love story never told comes from a book, a Christmas gift that Ben gave me the first Christmas we were back together. Artistiquement, l'album mérite une petite reconnaissance. Honnêtement, j'aurais même espéré qu'elle ait une petite nomination quelque part pour qu'on lui dise franchement, il y a du taf qui a été fait. Voilà, elle s'est entourée. C'est pas une grande chanteuse, ce ne sera jamais une grande chanteuse, mais elle a réussi à faire quelque chose qui est à son niveau bien ficelé. Moi, je lui donnerais un 13, un 14. Franchement, c'est un disque que je peux écouter sans zapper de chansons, au-delà de ce qu'elle voulait promouvoir, à savoir son amour. En plus, les clips réalisés sont quasiment tous bien faits, gros budget. Dave Meyers a quasiment tout fait. Dave Meyers, c'est le mec qui faisait les clips de Missy Elliott à l'époque et qui a fait plusieurs de ses clips déjà à l'époque. Donc du coup, elle a pris un mec pour faire des trucs gros budget en plus. Donc franchement, et c'est pas foutu de la gueule de son cœur. Mais le truc qui m'a vraiment perturbé dans cette histoire et où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est véritablement le documentaire qui montrait le background de tout ça. C'est là la particularité du truc, c'est-à-dire que, je sais pas si vous l'avez tous regardé, mais en fait, il est quand même incroyablement gênant. J'arrive à comprendre, mais je n'arrive quand même pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a trouvé utile de le sortir. Dans ce documentaire, on voit une femme qui n'a absolument aucune confiance en elle et qui n'en a jamais eu. En fait, on comprend tout de suite qu'elle n'en a jamais eu, qui travaille pour oublier, qui est une bourreau de travail. Il y a même un moment dans le documentaire qu'elle travaille tout le week-end et à un moment, elle craque. My husband's away at his premiere, and I'm really sad. I wasn't there with him this weekend. Il y a un autre moment où soit elle pleure, elle dit « Il m'a aidé à croire en qui je suis, enfin je peux croire en moi et tout. » Et tu te dis « Mais en fait, tu es pas mentalement préparé à te dire que c'est Jennifer parce que tu as vu toute ta vie. » Pour les gens, ils vont se dire « Mais c'est quoi ce truc en fait? Qu'est-ce que je regarde, c'est du théâtre? » Because nobody else could make me see that about myself. It's their fault.
So the world didn't think much of me. That lined up. This is how it is. See it. Believe it. Pourtant, je pense que c'est vrai en fait. Et je crois qu'elle est vraiment sincère et qu'elle ressent vraiment ce qu'elle montre. Le moment aussi qui a fait le buzz et qui était gênant, c'est le moment où elle finit par montrer comment elle a fait l'enregistrement de l'album. Et c'est là pour moi que je me suis dit, en fait, elle procède vraiment comme ça. Elle a pris toutes les lettres d'amour de Ben Affleck et elle est venue donner ça au producteur. Ben Affleck arrive après, il voit tout le monde en train de lire ses lettres d'amour, il se dit, what? I came to the house one day and there was like, she had told me the musicians are coming, it's a great producer, Roger, blah, blah, blah. And my book that I had given her was down there. She was like, I've been reading and this is the kind of inspiration. Like, you've been showing all the musicians all those letters that, and they were like, yeah, we call you Ben Affleck. And I was like, oh my God. Elle dit oui, il est pas très à l'aise avec le fait que je fasse l'album comme ça, mais vraiment il comprend que c'est ma manière de m'exprimer et tout. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, elle a dû procéder comme ça toute sa carrière en fait. Elle doit arriver en studio et dire que non, vous voulez des trucs modernes et tout, non, moi je veux parler d'amour et tout. Et je pense que des fois, certains tubes qu'elle a eu, les I Ain't Your Mama et tout, je pense que c'est souvent les managers qui ont dû pousser, mais elle, son truc c'est de venir dire que l'amour, parce que quand tu vois comment elle fait lire toutes ses lettres d'amour à tout le monde en leur disant bah, on va écrire ça, on va faire. Je me dis mais en fait qui fait ça en fait? C'est totalement schizophrénique. En plus l'autre gars qui écrit les lettres n'est même pas totalement d'accord et ça crée un moment encore plus gênant qui selon beaucoup dès la sortie du documentaire a marqué une fracture dans leur relation. Et même si j'ai jamais douté, l'une des choses qui me confirme le fait que ce soit vrai qu'elle vit vraiment dans cet état-là, c'est les interventions de Jane Fonda plusieurs fois, qui est une amie à elle, très proche d'elle, et qui lui dit à plusieurs reprises, franchement, calme-toi, je trouve que tu vas trop loin, laisse le temps se faire. Et Jennifer Lopez lui dit, non, franchement, je vais y aller, soit je vais tout donner, soit je vais me ridiculiser, mais je vais tout donner pour l'amour de ma vie. Et même la fois où on voit les scènes d'elle en train de se disputer aux Oscars, il y a une interview de Jane Fonda qui lui dit, j'ai eu tellement peur. Et quand vous voyez comment Jane Fonda a eu peur, je me suis dit que Jane Fonda a eu peur autant parce qu'elle se dit que putain, cette fille-là est tellement dans un degré de love que si ça se brise là, comment elle va faire en fait, comment elle va se relever? Et vous le voyez à la manière dont Jane Fonda lui parle et qu'elle est inquiète. Et Jennifer Lopez lui dit non, t'inquiète, on est des gens normaux, machin. Alors que Jane Fonda comprend qu'en vérité, peut-être que c'est pas forcément aussi beau qu'elle veut le montrer. However, this is my concern. Like it feels too much like you're trying to prove something instead of just living it. Alors moi je suis pas psychiatre, mais si on me posait la question, moi j'ai toujours pensé à un truc sur Jennifer Lopez qui m'a d'ailleurs toujours gêné dans les documentaires sur sa carrière, et vous pouvez les voir surtout, c'est celui sur Netflix, sur tous les documentaires de la carrière de Jennifer Lopez qui sont faits par elle. Il y a une histoire qui est racontée qui m'a toujours super mis mal à l'aise, c'est l'histoire avec sa mère. Sa mère et elle sont très proches, sauf que sa mère et elle n'étaient pas toujours très proches. Sa mère, elle t'explique que ma mère nous battait, franchement elle était tellement dure ma mère. Elle a chassé Jennifer Lopez de la maison à 18 ans, elle était très dure, elle pensait que Jennifer Lopez finirait en tant que PUTE. Et je trouve qu'en fait finalement, bah le succès de Jennifer Lopez a retrouvé tout ça et voilà, elle est toujours avec sa mère maintenant. Et d'ailleurs la première chanson de l'album, elle commence en disant j'ai vu ma mère rater sa vie, tout ce qu'elle aurait pu être sont devenus des sacrifices. I watch my mother miss out on her life. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça, c'est le genre de phrase que les mères disent aux enfants quand ils sont petits là et ils croient que les enfants oublient. Oui, si je n'étais pas là, moi j'aurais été ça. Vraiment, si vous n'étiez pas né, moi je serais ça. Et elles pensent souvent que les enfants oublient. Ah, votre père est parti, machin. On a raté, j'ai gâché ma vie et tout. Continuez à dire ça aux enfants, elles retiennent. Et je ne suis pas fou quand je vous dis que Jennifer Lopez, si vous regardez Jennifer Lopez et sa mère, elles sont très souvent ensemble, mais elles n'ont pas une relation aussi simple que ça. Je trouve que très souvent, Jennifer Lopez le dit, d'ailleurs dans le documentaire sur Netflix ou le Greatest Story Never Told, elle dit qu'elle pense que sa mère est une narcissique. Attends, excusez-moi 2 secondes. J'étais l'enfant du milieu, pas le bébé, pas l'aîné. Quand je grandissais, j'étais toujours à la recherche de quelqu'un qui me ferait me sentir aimé. Ma mère était narcissique, à toujours vouloir être au centre de l'attention, du genre à faire la fête tout le temps. Je voulais essayer la danse à plein temps, j'ai commencé à sortir, dormir sur le canapé du studio de danse. J'étais sans abri, mais je lui ai dit c'est ce que je dois faire. Et donc sans faire de la psychologie de comptoir, je pense que cette enfance particulière-là a donné la Jennifer Lopez qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'elle est obsédée par cette recherche de l'amour pur. C'est-à-dire que cet amour où on va l'aimer, elle, de fou
furieux, mais aux yeux du monde entier. C'est-à-dire que le paradoxe, et c'est pour ça qu'elle travaille de fou, parce que des fois quand je vois les gens l'insulter, vous pouvez pas lui nier une chose, cette femme, c'est un modèle de travail. Même quand vous regardez le documentaire, vous pouvez vous dire, mais en fait, elle ne dort jamais. Le niveau de discipline de travail qu'elle a est incroyable. Et dans le même temps, elle a cette espèce de recherche éperdue de l'amour. Et je ne dis pas qu'elle est en tort dans sa relation ou pas avec Ben Affleck, parce que je pense que Ben Affleck, d'après ce qu'on sait, c'est un alcoolo lui-même, qui a eu plein d'échecs sentimentaux, et qui lui-même est très très difficile à gérer selon ses ex-relations. Donc en fait, je suis pas ici pour dire que c'est de la faute de J-Lo, parce que c'est même pas l'angle de ma vidéo. Mais en vérité, je dis juste que oui, J-Lo semble être à la recherche de cet amour. C'est peut-être pas très commun sociétalement pour une femme, mais en vrai, c'est pas très grave. Et en vérité, quand j'ai fini de regarder tout ça et d'écouter tout ça, je me suis dit, franchement, je l'admire, parce que quand je commençais à penser à faire cette vidéo, j'aurais pas pensé qu'elle aurait rompu. Je pensais qu'ils resteraient ensemble quand même quelques temps. Le fait de me dire qu'en fait, elle a fait tout ça là pour rompre moins de quelques mois après, je me dis que bravo à elle d'être capable de recommencer, parce que moi, je suis totalement incapable. Déjà qu'au bout d'une rupture, je suis déjà malade. Mais alors, me dire que je vais rechercher, trouver toujours les moyens de me relever... Bravo à elle. Peut-être que c'est pas l'amour de sa vie et qu'elle en trouvera un autre. Ou alors peut-être qu'ils se retrouveront dans 20 ans et qu'ils feront l'album de duo This Is Us After All. Peut-être qu'on aura une troisième version, pourquoi pas. Mais bon, j'ai pas un regard négatif sur sa recherche. J'ai plutôt un regard en vérité admiratif, parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens se battraient à ce point pour trouver ce qui leur manque de manière sentimentale. Parce que des fois, on campe sur nos égos, sur nos choses. Et finalement, elle a pas peur de se livrer, de se dire que je vais y arriver, j'y arrive pas, c'est pas grave, ou alors c'est grave, mais je trouverai un moyen de retravailler, d'aller ailleurs, de me relever, et bon, peut-être que cette fois-ci ce sera peut-être un peu plus dur, peut-être que ça ne sera pas, mais dans l'idée, en tout cas, ça ne me gêne pas, et je trouve que, sans faire de digression, les gens qui lui tombent tous dessus, parce qu'elle a son 4e ou 5e mariage, mais en vérité, elle se marie, en général, très rapidement, c'est-à-dire que vous sortez ensemble et te dit que moi, voilà, on se marie, frère, la bague, voilà. Après, ça ne marcherait pas, mais au moins, elle avait le mariage directement. Et tout le monde se fout de sa gueule. Mais il y a un truc que je trouve super intéressant. C'est le débat dont tout le monde ne se fout pas. C'est-à-dire que tous ces rappeurs ou hommes du sport, Cam Newton ou Big Sean, qui eux estiment avoir peur du mariage. Et il y avait l'interview de Cam Newton cette semaine, qui est un joueur de football américain, qui estimait que vraiment, franchement, pour lui, il a grave peur du mariage, il sait pas comment se positionner et tout. Et dans le même temps, il a 8 enfants avec 3 femmes différentes. Le docteur psychologue, en tout cas la femme qui le recevait, essayait de lui expliquer son succès parce que c'est assez long. Et il y avait beaucoup de gens qui comprenaient son point de vue, qui comprenaient qu'effectivement, moi je peux avoir peur du mariage, mais je suis capable de faire des enfants, 8 enfants avec des femmes différentes, parce que je ne suis pas prêt à m'engager avec une de ces femmes là-bas. En fait, franchement, c'est pas pour comparer, mais si vous êtes capable de comprendre ça, bah franchement, Jennifer Lopez ne devrait pas vous gêner. En fait, vous devriez laisser Jennifer Lopez continuer à se marier, vu que Jennifer Lopez ne vous fait rien. Elle dépense son argent, elle perd son argent, elle pleure, elle recommence, et voilà. Finalement, si vous êtes capable de comprendre que des gens brisent des familles, Big Sean qui explique qu'il n'est pas capable de se marier avec Jhené Aiko, et en vérité, moi, je ne veux même pas qu'il se marie, je m'en fous. Mais quand ils disent j'ai peur de l'engagement, de me marier, je peux comprendre. Mais si tu fais des enfants avec quelqu'un que tu as peur de t'engager avec cette personne, en vrai, c'est un choix. Mais de l'autre côté, je ne peux pas comprendre pourquoi Jennifer Lopez vous gêne. Parce que Jennifer Lopez, franchement, la personne à laquelle elle fait peut-être le plus de mal et qui souffre peut-être le plus de tout ça, c'est elle-même, et c'est pour ça que je la trouve hyper courageuse. Ce vide qu'elle ressent, je ne sais pas si j'aurais le courage de le combler de manière aussi spectaculaire ou alors de manière aussi féroce qu'elle le fait. Et nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur le parcours sentimentalo-musical de Jennifer Lopez. Je ferai très certainement une vidéo sur l'analyse même de ses choix musicaux qui sera différente. Mais c'était un plaisir donc de faire celle-ci. J'espère que vous a plu et que vous allez me donner vos avis sur tout le parcours, sur tout ce qui a été dit, pas dit, les extraits, ce que vous avez pensé de mon analyse, de mes propos, qui sont ma manière de voir les choses et pas d'attaquer qui que ce soit. Je pense encore une fois que son dernier album est vraiment un de ses meilleurs et qu'il est vraiment écoutable. Sur sa rupture, je vous ai dit que sur le fond de l'affaire, de savoir qui a tort, qui a raison, en vérité je m'en fous en vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui est intéressant. Moi j'étais plus dans le côté de décrypter le parcours même de Jennifer Lopez, de décrypter pourquoi elle en arrive là et comment finalement elle arrive à sortir de ces situations à chaque fois. Parce que quel que soit l'interlocuteur à face d'elle, on retrouve finalement le même vide et cette même envie de trouver l'amour.
comme si rien n'avait jamais existé, à l'instar de cette chanson First Love où elle dit toujours que si tu avais été mon premier amour, il n'y aurait pas eu de deuxième, de troisième, de quatrième, voilà. Ça nous ramène à quelque chose de très adolescent qui ne correspond pas forcément à cette image très sexy qu'elle a. Franchement, ce truc-là, c'est quelque chose qu'elle a en elle. C'est pas quelque chose que l'industrie aurait pu lui imposer. Je vous ai aussi parlé du documentaire, des moments gênants, des tensions entre elle et Ben Affleck, comment vous le vivez. Que pensez-vous aussi du fait du rapprochement que j'ai fait sur la fin? C'est-à-dire que beaucoup de gens jugent Jennifer Lopez parce qu'elle se marie tout le temps. Comme on l'a vu, elle se marie vite, elle dit directement, et tu m'aimes, voilà, tu me poses là-bas. De l'autre côté, on ne parle pas assez de tous ces sportifs basketteurs qui font des enfants à 10 femmes, qui n'épousent aucune et qui disent qu'ils ont peur de se marier. Du coup, finalement, qu'est-ce qui est mieux? Moi, parce que finalement, je me dis que je préfère quelqu'un qui se marie et qui divorce après quand ça va pas, que quelqu'un qui va faire des enfants à 150 personnes et qui va jamais se marier en disant qu'il a peur du mariage, parce que finalement, je me dis que qu'est-ce qui est plus dur? Avoir un enfant avec quelqu'un ou se marier avec quelqu'un? Je comprends pas. Enfin, après, bien sûr, chacun voit midi à sa porte et c'est ce que je vais vous laisser me dire dans les commentaires, en me donnant aussi votre chanson d'amour préférée de Jennifer Lopez. Est-ce que c'est dans This Is Me Then? Est-ce que c'est dans This Is Me Now? Est-ce que c'est dans un autre album? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. I just want people to believe that love exists. If I can use my story to do that, then as an artist, that's what I should do. Maybe I'm setting myself up to be fucking criticized. I don't know. But that's what my heart's telling me to do.